Chers amis de Mediax Machina, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de la mesure du temps dans les fichiers audio et vidéo, le timecode, parfois connu mais rarement compris. Le timecode sera votre ami si vous savez le mettre ou pas. Compter le temps est fondamental dans l'audio et la vidéo, car tout est basé sur le temps qui passe. On peut donc imaginer facilement un chrono qui démarre au début du média et qui finit à la fin. On appelle ça un compteur. Mais cela sous-entend que le début du programme correspond bien au début du média, qu'il n'y a qu'un seul programme par média et qu'un seul média contient bien l'intégralité du programme. Et tout ça, ce n'est jamais garanti. Par exemple, vous pouvez avoir deux caméras qui enregistrent deux axes d'une même scène, le temps qui va s'écouler pour les deux caméras devrait être identique. Si le temps commence à s'écouler au moment où on lance l'enregistrement, il y a peu de chances qu'on lancera l'enregistrement au même moment pour les deux caméras. Même problème avec un enregistreur de son indépendant d'une caméra. Pour ces problématiques, le plus simple encore, c'est d'utiliser un clap, on en avait déjà parlé. Mais arrive un moment où le clap, c'est plus suffisant. Le code temporel, timecode en anglais, est un compteur un peu particulier. C'est une valeur écrite avec 8 caractères, 2 pour les heures, 2 pour les minutes, 2 pour les secondes et 2 pour les images du métrage dans la seconde en cours. On met toujours, par convention, des zéros quand les valeurs sont inférieures à 10. En soi, un code temporel peut représenter n'importe quelles heures, minutes, secondes et images sur une base de 24 heures. Tout cela peut sembler un peu banal, mais on verra un peu plus tard que c'est un petit peu plus pointu que ça. Le code temporel est, comme on l'imagine, conçu pour évoluer au cours du métrage. Il peut démarrer au moment où on lance l'enregistrement. Sur les caméras, ça s'appelle un rec-run, où il peut continuer à tourner en permanence quand la caméra est allumée, même si elle n'enregistre pas. C'est le mode free run. Pourquoi faire ? Tout simplement pour représenter facilement l'heure de la journée. Le générateur du timecode peut se trouver dans une caméra ou un enregistreur par exemple, ou dans un générateur externe. Ce générateur externe peut même être synchronisé avec une horloge GPS. À ce moment-là, le timecode affichera exactement l'heure courante. Si à ce moment-là on lance un enregistrement, il gardera trace de l'heure exacte tout le long de l'enregistrement. C'est ça le free run. Comme le timecode est précis à l'image, la fréquence d'image dans laquelle il dépend est importante. En effet, on ne peut pas comparer deux timecodes s'ils sont sur deux bases de fréquences d'image différentes. Parfois, il est commun d'annoter un timecode précis avec sa fréquence d'image. Et du fait, il n'y a que 2 caractères pour afficher la fréquence d'image. On est donc limité au maximum à 100 images par seconde. Pour le moment, je n'ai jamais vu ça comme un problème, il existe même des variantes spécifiques de timecode dans laquelle la fréquence d'image peut être absolument énorme, comme dans les caméras à grande vitesse par exemple. Un point important, un timecode n'est pas un point de départ sur un média, mais bien une valeur attribuée à chaque image et à chaque portion de son. C'est l'enregistreur qui doit s'assurer qu'il s'incrémente bien à chaque image. Par exemple, si on prend 2 morceaux d'images qui ont chacun un timecode différent et qu'on les colle ensemble simplement, eh bien on gardera le timecode d'origine des 2 morceaux, sauf si bien sûr on l'écrase avec un nouveau timecode que l'on va régénérer. Certaines fréquences ne sont pas rondes, par exemple le standard américain 59,94 trames par seconde, soit 29,97 images par seconde, n'est pas un diviseur parfait pour numéroter des images. Le timecode gère parfaitement ce problème, ça s'appelle un drop frame. Il va compter comme si c'était du 30 images par seconde, donc de 0 à 29, mais de temps en temps il va aller de 28 à 0, et donc ignorer une image. Ça peut sembler un peu bricolé, mais c'est quelque chose de très standardisé, et de fait ça fonctionne très bien. Un TC classique va utiliser des 2 points pour séparer les valeurs. Un drop frame, lui, va utiliser des points-virgules. Facile à reconnaître. Quand tout à l'heure je parlais du montage d'images ou de sons avec des timecodes différents dans le média, ce média issu de ce montage aura donc un timecode qu'on appelle discontinu, c'est-à-dire qu'il va avoir des sautes de valeurs dans le programme. En soi, la plupart des systèmes se contrefichent de ce problème, car ils prennent les portions de sons et d'images les unes après les autres comme elles arrivent. Mais si justement vous voulez monter maintenant ce nouveau morceau qui comporte des trous, des ruptures de continuité, cela va potentiellement poser des problèmes avec votre table de montage. C'est pour ça que quasiment tous les systèmes modernes, qui font du montage vidéo et même audio, réécrivent un nouveau timecode quand on exporte un média. Les systèmes pro vous permettent même de choisir la valeur à laquelle on commence. Si maintenant cette référence temporelle est liée à l'heure courante, qu'est-ce qui se passe si je lance un enregistrement de plusieurs minutes à 23h59 ? Les anciens systèmes analogiques et sur bande vidéo pouvaient potentiellement avoir des problèmes, mais maintenant les TC qui passent à minuit ne posent plus trop de soucis en montage vidéo, et évitez-les quand même. Bon, en revanche, les fichiers vidéo qui font plus de 24 heures, oubliez. C'est pour ça que par convention, on aime bien commencer un programme à un TC de 10 heures. Si par la suite on voulait mettre des images avant, on est sûr de ne pas repasser par 0. On avait aussi la convention qui consiste à mettre la deuxième partie d'un programme sur un autre support pour commencer à 20h. 10h première partie, 20h deuxième partie. Tout de suite, c'est très lisible. Mais c'était quelque chose qui était assez courant de faire avec des bandes vidéo et qu'aujourd'hui on a un peu perdu cette technique. Le saviez-vous ? Dans le signal numérique qui compose un timecode, il y a encore de la place pour stocker 8 autres caractères hexadécimaux, c'est-à-dire de 0 à 9 et les lettres A, B, C, D, E, F. Ça laisse aux utilisateurs une certaine liberté pour pouvoir mettre d'autres informations dans ces caractères.
Certains y mettent la date ou l'axe de la caméra. Ça s'appelle des user bits, mais certains workflows professionnels exigent d'avoir des user bits à 0. C'est toujours bon de savoir que ça existe. Le signal numérique d'un timecode est un signal à relativement basse fréquence. Tellement basse fréquence qu'il peut parfaitement rentrer dans un signal audio. Certains enregistreurs analogiques étaient capables de stocker un timecode juste dans l'espace d'une piste audio. Et le signal que vous entendez, c'est un signal de timecode. Il existe des logiciels de montage son qui sont capables d'interpréter cette piste et de reconnaître le timecode intégré. C'est pratique. Enfin, du temps de l'image analogique en définition standard, il restait un petit peu de place dans le signal vidéo pour arriver à stocker cette information de timecode sur 2 lignes vidéo. Voici à quoi ça ressemble, ça s'appelle du VITC. Aujourd'hui en numérique et en haute définition, ça n'existe plus. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce sujet. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette petite vidéo et que vous avez appris quelques trucs. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Et si vous pouvez, me suivre sur Twitter. A très vite, chers amis de Media Ex Machina.